Tout au long de sa vie, Elena avait toujours privilégié une existence discrète loin de toute agitation. Ce matin-là, comme à son habitude, elle s'habilla avec un pantalon, un t-shirt clair et une veste légère pour affronter le début de journée new-yorkaise. Elle prit sa vieille voiture qui l'avait fidèlement accompagnée pendant de nombreuses années et se dirigea vers son bureau, se préparant à une journée de travail supplémentaire. Le ciel était d'un bleu immaculé et la ville semblait suivre son cours habituel. Pourtant, Elena ressentait un poids étrange, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire, sans qu'elle puisse expliquer la raison de cette inquiétude. Alors qu'elle circulait dans les rues, paisibles d'un quartier résidentiel de Brooklyn, elle remarqua dans son rétroviseur une voiture de police à quelques mètres derrière elle. Pour Elena, voir une voiture de patrouille n'avait rien d'inhabituel. Après tout, New York regorge de policiers. Mais cette fois-ci, le véhicule suivait chacun de ses virages, comme s'il ne l'observait qu'elle. Le cœur d'Elena se mit à battre plus vite, mais elle s'efforça d'agir normalement, signalant ses changements de direction et s'arrêtant à côté d'une station-service. Elle voulait juste respirer, se dire que ce n'était qu'une coïncidence. Elle était loin d'imaginer que cet endroit serait le théâtre d'un bouleversement complet de sa routine paisible. Le policier qui s'approcha de la voiture d'Elena s'appelait Brian. Il était relativement nouveau dans les forces de l'ordre de New York, mais il avait déjà la réputation d'agir toujours de manière intense et précipitée. Au moment où il atteignit la voiture, ses pas étaient fermes, presque agressifs, comme s'il voulait afficher son autorité même sans nécessité. Brian s'arrêta à côté de la fenêtre. Avant même qu'Elena n'ait eu le temps de le saluer, il demanda d'une voix forte ses papiers d'identité et ceux de la voiture, sans donner la moindre explication quant à la raison de cette interpellation, laissant clairement transparaître dans son regard et son ton de voix qu'il ne considérait pas Elena comme une personne, mais simplement comme un problème de plus à résoudre en ce début de matinée. Elena, bien que sentant son sang battre plus rapidement, garda son calme. Elle se concentra sur la narration de chacun de ses mouvements. « Je vais prendre mon portefeuille. Il est dans mon sac à côté de moi. » Sa voix était sereine, cherchant presque à équilibrer l'atmosphère tendue qui s'installait. Brian semblait de plus en plus agacé par la sérénité d'Elena, comme s'il sentait qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation. Soudain, sans prévenir, il tira sur la poignée de la portière et lui ordonna de sortir immédiatement. La station-service resta silencieuse, observant, comme si tout autour était en suspens, attendant le déroulement de ce moment de tension. Dès qu'Elena sortit de la voiture et posa le pied sur l'asphalte encore humide de la brume matinale, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Sans dire un mot, Brian, le policier, lui assena une gifle violente au visage. Le bruit, sec du coup, résonna dans la station-service, attirant l'attention même de ceux qui étaient éloignés. Elena ressentit une douleur aiguë comme si son visage brûlait. Mais le pire n'était pas cela. Ce qui lui fit le plus mal, c'était le sentiment d'avoir été exposée et humiliée, traitée comme si elle n'était personne, sous les yeux de tous. L'agitation attira rapidement l'attention de plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité. Des employés de la station-service, des automobilistes faisant le plein, des piétons qui passaient, tous commencèrent à s'approcher. En quelques secondes, il y avait déjà des gens qui filmaient tout avec leur téléphone portable, préoccupés et indignés par ce qu'ils voyaient. Au début, il n'y avait qu'un silence pesant, mais bientôt des commentaires pleins de révolte se firent entendre, des gens murmurant entre eux au sujet de l'absurdité de la situation. Malgré le goût amer du sang dans sa bouche, Elena ne baissa pas la tête. Elle redressa les épaules. Elle sécha avec discrétion la larme qui menaçait de couler et fixa Brian, déterminée à ne montrer aucun signe de faiblesse devant tous ces gens. Bien que ses yeux la brûlassent et que sa bouche conservât un goût métallique de sang, Elena conserva une attitude ferme. Dans un mouvement lent, presque solennel, elle porta la main à la poche intérieure de son blazer et en sortit son insigne doré. Le métal scintilla lorsque la lumière du soleil new-yorkais le frappa, reflétant le symbole du pouvoir judiciaire américain. Instantanément, Brian perdit toute son arrogance. Son visage blêmit, ses yeux s'écarquillèrent, comprenant peut-être l'ampleur de sa faute. Le silence fut totalement brisé lorsque les personnes présentes réalisèrent qui était réellement Elena.
Peu à peu, les murmures de la foule cédèrent la place à des cris clairs et indignés. « C'est absurde! Elle est juge! Quelqu'un appelle le service des affaires internes !» furent quelques-unes des phrases qui résonnèrent, mêlées au son nerveux des téléphones portables appelant les autorités compétentes. L'atmosphère devint encore plus tendue, comme si dans chaque recoin du poste de police, une étincelle était prête à exploser. Elena, sentant tous ces regards sur elle, savait que ce moment dépassait sa propre douleur. Elle représentait ici tant d'autres qui, sans un signe, avaient déjà subi des injustices similaires et n'avaient à personne vers qui se tourner. Brian resta paralysé. Sa main hésita un instant au-dessus de son étui, comme s'il envisageait un geste brusque. Mais il réalisa rapidement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation. Tous les regards étaient fixés sur lui, en particulier des dizaines de téléphones portables pointés, enregistrant chacun de ses mouvements. Dans un dernier souffle d'autorité, Brian tenta même d'intimider un adolescent d'à peine 16 ans qui filmait tout de près. « Baisse ce téléphone, gamin !» cria-t-il, mais ni lui ni personne ne bougea. Le courage semblait contaminer chaque personne présente. C'était une protestation silencieuse, mais plus forte que n'importe quelle parole. C'est dans ce climat de tension glaciale qu'Elena, le visage encore marqué, se redressa un peu, regarda tout le monde et déclara, sans hausser le ton, « J'ai été agressé par un agent public ici, devant chacun d'entre vous. Cela ne peut rester impuni. » L'effet de ces mots fut immédiat. Brian perdit totalement ses repères, baissa les yeux et recula de quelques pas comme s'il voulait disparaître. Tout le poste de police resta en suspens, attendant le prochain acte, dans l'espoir que la vérité soit enfin acceptée sans excuse. Tous ensemble, aspiraient à une issue différente de celle à laquelle ils étaient habitués. Quelques minutes après la confusion, les sirènes d'une autre voiture de police déchirèrent l'atmosphère étouffante du poste. 2 policiers, nommés Mark et Alyssa, sortirent du véhicule d'un pas rapide, ne comprenant pas encore exactement ce qui les attendait. En voyant la foule rassemblée et le regard tendu des gens, ils réalisèrent rapidement que la situation était hors du commun. Mark s'arrêta aux côtés d'Elena, tandis qu'Alyssa se dirigea vers Brian, qui tentait maintenant de se faire discret près du trottoir. Le silence était dense, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant le dénouement. Elena, sans un tremblement dans la voix, se présenta aux nouveaux agents, brandit à nouveau son insigne, leur montrant son titre de juge, et expliqua de manière directe et objective chaque détail de ce qui s'était passé. Mark et Alyssa échangèrent des regards rapides, réalisant immédiatement l'ampleur du dilemme auquel ils étaient confrontés. Il était impossible d'ignorer la gravité de l'accusation, d'autant plus avec autant de témoins et de téléphones portables en train de filmer. Le responsable du poste, un homme du nom de Kevin, s'est précipité sur les lieux, annonçant à haute voix que toutes les caméras de sécurité avaient enregistré l'incident. Il a même montré aux policiers que les enregistrements étaient sécurisés, assurant qu'il serait impossible de manipuler quoi que ce soit. Pendant que Mark et Alyssa emmenaient Brian loin de l'agitation, on pouvait constater à quel point il avait changé. L'officier, autrefois arrogant et sûr de lui, marchait maintenant la tête basse, comme s'il avait rapetissé intérieurement. Ses épaules tombantes, son regard fuyant et ses mains tremblantes montraient qu'il n'avait plus d'explication à donner. Malgré ses tentatives pour éviter la foule, tous les regards étaient tournés vers lui, et il était impossible de dissimuler sa gêne. De l'autre côté, Alyssa tentait de calmer la foule qui se pressait autour des pompes à essence et sur les trottoirs, mais en vain. L'indignation bouillonnait. Des cris de justice, des critiques acerbes et de nombreuses phrases indignées résonnaient, et personne ne semblait disposé à partir sans assister à une résolution équitable de l'affaire. Soudain, le talkie-walkie de Mark crépita bruyamment, et une voix annonça « Le lieutenant Patricia est en route ». Cela provoqua un nouveau mouvement dans la foule, comme si tout le monde savait qu'une autorité supérieure ferait la différence. Elena, le visage encore tuméfié, affirma clairement qu'elle ne partirait pas. Elle répéta à plusieurs reprises qu'elle ne partirait qu'après avoir parlé personnellement à Patricia. Elle se tenait près de la voiture de patrouille, le menton relevé et le regard déterminé, montrant qu'elle supporterait la douleur physique quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. Le temps semblait s'étirer, chaque personne présente attendant de voir comment cette histoire allait se terminer. À ce moment précis, alors que tous les regards étaient anxieusement tournés vers l'entrée de la station-service,
La silhouette de Patricia apparut. Elle était non seulement connue de ses collègues comme un lieutenant rigoureux, mais aussi pour sa manière ferme et juste de gérer les situations complexes à New York. Un respect silencieux emplit l'air, tandis que Patricia se frayait un chemin à travers la foule, sa seule présence suffisant à ouvrir le passage. En s'approchant d'Elena, elle remarqua immédiatement son visage tuméfié et lui demanda doucement si elle avait besoin de soins médicaux. Elena la remercia, disant qu'elle allait bien, mais qu'il était essentiel que tout se passe ici, devant tout le monde. Le public qui quelques minutes auparavant criait et murmurait se tut presque complètement. Patricia demanda d'un ton clair qu'on écoute d'abord Elena. La juge raconta tout du début à la fin, sans se laisser abattre et sans exagérer, en regardant droit dans les yeux le lieutenant et tous ceux qui l'écoutaient. Ensuite, Patricia s'approcha de Brian, qui attendait avec tension. « Et vous, avez-vous quelque chose à dire sur ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Brian tenta de s'expliquer, murmurant des phrases décousues et regardant vers le bas, mais ses paroles résonnèrent simplement dans le vide. Il était impossible de dissimuler la vérité avec autant d'images, de gens autour et de caméras qui enregistraient tout. Là, face à tant de regards attentifs, il n'y avait plus de place pour les excuses ou les versions déformées. Patricia ne perdit pas de temps après avoir écouté toutes les tentatives infructueuses de Brian. D'un ton direct, elle dit d'une voix ferme « Remettez votre arme et votre insigne maintenant ». Le son de ces mots fit retenir son souffle à tout le monde. Brian, le visage abattu, retira lentement son arme de sa ceinture et son insigne argenté de sa poitrine. Il déposa le tout dans les mains de Patricia qui, sans rien dire de plus, serra les objets avec sérieux. Le son du métal de l'insigne heurtant la paume de sa main résonna au milieu du silence. Pour tous ceux qui étaient là, c'était ce qui confirmait que les choses allaient enfin prendre le, avec une détermination sans faille. Mark, attentif au moindre geste, s'avança et se posta aux côtés de Brian, prêt à raccompagner son ancien collègue. Elena observait la scène, sans éprouver le moindre sentiment de triomphe. Son regard ne trahissait que de la tristesse. Elle hocha légèrement la tête, comme si elle comprenait que la justice pouvait parfois coûter cher à toutes les parties concernées. Mark conduisit Brian à l'intérieur du véhicule de police, sans que celui-ci n'oppose de résistance. La foule, toujours unie par le sentiment d'indignation qui l'avait rassemblée, continuait de filmer et d'observer chaque détail, consciente d'être témoin d'un événement rare. Malgré cette avancée significative, tous ressentaient que cet épisode révélait des blessures profondes, mettant en évidence l'ampleur des changements encore nécessaires. Dès que les véhicules de police commencèrent à se disperser, une ambulance s'arrêta près du trottoir de la station-service. 2 ambulanciers en descendirent précipitamment et se dirigèrent vers Elena qui, bien qu'affirmant aller bien, accepta les soins. Elle savait que chaque blessure devait être consignée, que cette preuve était importante non seulement pour elle, mais aussi pour toutes les personnes impliquées. Les professionnels posèrent des questions rapides, nettoyèrent la coupure sur son visage et remplirent une fiche, prenant des photos de la blessure avant de la recouvrir d'un pansement propre. Pendant ce temps, la station-service semblait être devenue le centre du monde. Des journalistes munis de microphones et de caméras se disputèrent l'espace, demandant les noms des témoins, cherchant à comprendre tous les détails. En quelques minutes, l'événement se répercutait dans tout New York et sur les chaînes d'information de l'État, avec des émissions en direct et des interviews. Des personnes qui n'avaient jamais vu Elena auparavant, ressentant la force de ce qu'elle représentait ici, s'approchèrent en silence pour lui témoigner leur soutien. L'un d'eux était Joe, le mécanicien qui restait toujours dans le garage improvisé à côté, les mains encore tachées de graisse. D'un geste silencieux et ferme, il montra la vidéo qu'il avait enregistrée, indiquant clairement qu'ensemble, ils souhaitaient tous davantage de justice. Arrivée au commissariat, Elena fut conduite dans une pièce simple, aux murs blancs et sans fenêtre, où l'air froid semblait accentuer encore davantage la fatigue de la journée. Elle s'assit devant une table en bois, sentant le pansement encore humide sur son visage. Tandis qu'elle répondait aux questions du greffier, le bruit à l'extérieur ne cessait pas. Des gens allaient et venaient, des téléphones sonnaient sans arrêt, des voix s'élevaient, essayant de se faire entendre par-dessus le tumulte. Il semblait que tout New York s'était arrêté pour suivre cette affaire. Malgré tout, Elena,
resta concentrée. Elle relata chaque détail, respirant profondément entre chaque réponse, consciente que chacune de ses phrases serait importante dans la quête de justice. Au milieu de sa déposition, la porte s'ouvrit et Patricia entra. Elle informa que la répercussion de l'affaire avait dépassé les journaux. L'Association américaine des magistrats et la Commission des droits civils suivaient tout en temps réel. La police de l'État avait également exigé le dossier complet. Le climat se tendait et la pression sur tout le monde augmentait. Elena comprit que reculer n'était plus une option. Au-delà de sa douleur physique, elle ressentait le poids de représenter, à cet instant, tant d'autres qui luttaient pour la même cause. Dès les premières heures du lendemain matin, tout New York était au courant de ce qui s'était passé à la station-service de la 9e avenue. Des vidéos prises avec des téléphones portables envahirent les réseaux sociaux avec une vitesse impressionnante. En quelques minutes, sur Twitter, Instagram et TikTok, il était possible de voir et de revoir le moment où Elena était agressée, puis, dans la foulée, le policier Brian étant écarté et menotté. Au journal télévisé, les reporters montraient des images du visage d'Elena. Encore marqué par la blessure étalée en une des principaux journaux, des organisations telles que la Commission des droits civils de New York ont exigé des mesures immédiates, et même l'association de la magistrature s'est exprimée, réclamant des réponses des autorités. La mairie a convoqué une conférence de presse, et la pression sur le commissariat s'est accrue. L'annonce de la suspension sans solde de Brian a divisé les opinions. Certains se sont réjouis sur les réseaux sociaux, affirmant que justice était faite, mais d'autres ont rappelé que des situations similaires se produisent en grand nombre et ne sont jamais filmées, soulevant des débats houleux sur l'usage excessif de la force par la police. Au milieu de tout cela, Elena ne ressentait aucun réconfort véritable. Le vide en elle grandissait au fur et à mesure que les applaudissements des réseaux sociaux augmentaient. Elle savait, avec un poids amer, que son combat n'effaçait pas la souffrance de tant de personnes anonymes, invisibles, qui continuaient d'affronter des abus loin de toute caméra. Pour elle, cette lutte ne faisait que commencer. Quand Elena est finalement sortie du commissariat, il faisait déjà nuit noire et les phares des voitures clignotaient sans cesse dans la rue. Elle ne s'attendait pas à voir autant de monde l'attendre dehors. Un groupe silencieux s'était rassemblé devant l'escalier, certaines personnes tenant des pancartes faites à la main et des bougies allumées qui donnaient une lueur tremblante à l'atmosphère tendue de cette nuit. De nombreux visages étaient inconnus, mais le sentiment était de proximité. Parmi eux, une adolescente aux cheveux tressés a traversé la rue, tenant une simple pancarte avec la phrase « Merci de ne pas abandonner ». Elle s'est approchée d'Elena, l'a regardée dans les yeux et a dit, d'un ton calme qui contrastait avec l'émotion du moment, « Nous avions sincèrement besoin de ça ». Elena a tenu la main de la jeune fille pendant quelques secondes, essayant de retenir ses larmes. De retour chez elle, Elena est entrée et a éteint les lumières. Le silence semblait plus lourd que jamais. Elle s'est assise à la table de la cuisine, regardant le pansement sur son propre visage reflété dans la vitre de la fenêtre. Elle essayait encore de comprendre comment son histoire était devenue un exemple pour tant de gens. Elle n'avait jamais voulu la célébrité et ne pensait pas qu'il était juste de devenir un symbole. Mais maintenant, plus que jamais, elle sentait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait autour d'elle. Elle savait que d'une manière ou d'une autre, elle devrait transformer tout ce sentiment en quelque chose qui fasse réellement la différence. Le lendemain matin, Elena avait à peine réussi à dormir. Quand elle a ouvert son téléphone portable, l'appareil vibrait sans cesse à cause de toutes les notifications accumulées. Sur toutes les chaînes de télévision, son visage apparaissait, tandis que des spécialistes discutèrent de l'affaire en temps réel. Sur les radios de New York, les auditeurs appelaient pour raconter des histoires similaires ou donner leur avis sur ce qui s'était passé. Certains étaient révoltés par la violence, d'autres essayant de trouver des excuses à ceux qui n'en avaient pas. Il semblait que la moitié de la ville voulait savoir qui était Elena, d'où elle venait, pourquoi tout cela lui était arrivé. Les messages de soutien arrivaient par email, sur les réseaux sociaux, et même dans les anciens groupes de l'université. Il y avait des dizaines, des centaines de personnes qui disaient des phrases comme « Nous sommes ensemble » ou « Ne vous taisez pas ». Au milieu de ce tourbillon, Elena a reçu un appel téléphonique inattendu de Lucas, l'un de ses camarades les plus proches de la faculté de droit de l'Université de Columbia. Il parvenait à peine à cacher son émotion, disant «
à quel point il était fier d'elle, mais aussi révolté par ce qu'elle avait vécu. Lucas a commenté que des étudiants de l'université discutaient de l'affaire, utilisant l'exemple d'Elena pour organiser des groupes de discussion et étudier les changements nécessaires dans la législation. Pour la première fois depuis le début de tout cela, Elena a ressenti une petite étincelle d'espoir. Il était clair que sa souffrance servait à mobiliser beaucoup de gens, allumant en quelque sorte le désir de transformation chez les jeunes qui croyaient encore en la justice. Pendant ce temps, Elena regardait du salon là les images diffusées en direct à la télévision montraient des scènes contrastées. De l'autre côté de la ville, des centaines de personnes se massaient sur les marches du palais de justice de Manhattan, brandissant des pancartes peintes à la main et scandant des slogans pour la justice et le respect. Des cris d'indignation se mêlaient à des chants populaires et à des hymnes de manifestations américains, créant une atmosphère à la fois tendue et pleine d'espoir. Elena regardait l'écran, absorbant chaque signe de soutien sincère. Mais elle ne manquait pas non plus les critiques qui pullulaient sur Internet. Il était étrange de se voir ainsi débattue, mais elle essayait de rester concentrée sur ce qui comptait vraiment, se souvenant des mots qu'elle avait entendus la veille. Au soir, à un moment donné, l'image d'une dame aux cheveux blancs, appuyée sur une canne, est apparue, s'adressant à la foule. Son discours était direct. Elle affirmait que la dignité ne pouvait pas être le privilège des personnes diplômées ou détentrices d'un badge, et que la justice devait être la même pour tous. Elena a souri en l'écoutant, ressentant respect et identification. Simultanément, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Brian avait engagé un avocat renommé de la 5e avenue. Les journaux et les commentateurs se demandaient s'il y aurait une quelconque chance de trouver une défense alambiquée, mais il était généralement admis que les preuves et les dizaines de témoins rendaient toute manœuvre difficile. L'ambiance dans le pays était à l'impatience. Presque personne ne voulait plus d'excuses boiteuses. Face à ces nombreuses nouvelles, Elena réalisa que sa vie n'était plus aussi privée. Par précaution, la police a décidé de renforcer sa sécurité à son domicile et au travail. 2 détectives ont été affectés à l'accompagner dans ses déplacements quotidiens. L'un d'eux, le détective Hunt, lui a parlé tôt le matin, lui expliquant le protocole de protection, se montrant rassurant et indiquant clairement qu'il serait attentif à tout mouvement suspect. Pour la première fois depuis cet après-midi, difficile, Elena a ressenti un soupir de soulagement de ne pas avoir à tout gérer complètement seule. Le soutien des détectives lui a procuré un sentiment de réconfort qui semblait jusqu'alors éloigné de sa routine d'insécurité. Parallèlement, les avocats des parties concernées continuaient à travailler sans relâche. Des documents allaient et venaient entre le bureau du procureur et le tribunal de Manhattan. Diverses organisations civiles suivaient chaque étape de l'affaire, exigeant transparence et mises à jour. Peu à peu, il est devenu clair pour tous que ce n'était pas seulement une querelle personnelle ou un événement perdu parmi tant d'autres dans les rues animées de la ville. L'affaire d'Elena prenait une ampleur nationale et devenait le symbole d'une quête collective de justice, de respect et d'égalité des droits. Les juges préparaient déjà le calendrier d'un procès qui promettait de faire date et qui serait suivi par des millions d'Américains. Le jour du procès est finalement arrivé. Le bâtiment du tribunal de Lower Manhattan était encerclé de journalistes curieux et de diverses organisations civiles, chacune brandissant des banderoles, souhaitant garantir sa place à l'intérieur ou simplement attendre des nouvelles à l'extérieur. En entrant, Elena sentit un poids différent sur sa poitrine, un mélange d'anxiété et de détermination, sachant que cette audience ne la concernait pas seulement elle, mais toutes les personnes invisibles qui avaient vécu des situations similaires. Les agents de sécurité ont renforcé leur vigilance. Dès l'entrée, Elena a été accueillie par des représentants du comité judiciaire qui lui ont montré où elle s'assiérait, au premier rang, juste devant la juge Amanda, connue pour sa fermeté. De l'autre côté du couloir, Brian ressemblait à l'ombre de ce qu'il avait été, la tête baissée, évitant le regard de tous. Même entouré d'avocats, il ne pouvait dissimuler le remords qui se lisait sur son visage. Quand Amanda a ouvert la séance, l'atmosphère est devenue encore plus grave. Les preuves, les images des téléphones portables, les témoignages et surtout le récit détaillé d'Elena ont été présentés avec une limpidité absolue, au moment où Elena relatait les faits sans chercher à les exagérer, ce
contentant d'exprimer son sentiment d'humiliation et de manque de respect, simplement à cause des préjugés d'une personne en position d'autorité, un silence palpable envahit la salle d'audience. L'impact réel de cette histoire était ressenti par tous. Quand vint le tour de l'avocat de Brian de présenter sa défense, sa stratégie apparut clairement. Il tenta de dévier la conversation en affirmant que Brian avait agi sous l'emprise de la peur et qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Il s'efforçait de dépeindre une situation où sa réaction était purement de l'autodéfense, remettant en question les sentiments et les réactions d'Elena. Cependant, la juge Amanda interrompit fermement l'avocat, ne permettant pas à la situation de s'éterniser, en rappelant que le procès portait sur des faits concrets et non sur des interprétations déformées. Elle demanda à tous de se concentrer sur ce qui était documenté, soulignant que la vérité était simple et évidente pour tous. Après cette intervention, il devint encore plus difficile pour la défense de trouver un argument convaincant. À la fin de la session, Amanda lut la sentence à voix haute et distinctement. Brian fut reconnu coupable des chefs d'accusation d'agression, d'abus de pouvoir et de violation des droits civiques d'Elena. Dès qu'elle eut terminé, un silence respectueux emplit la salle d'audience et peu à peu, quelques personnes commencèrent à applaudir discrètement. Elena quitta le tribunal accompagnée de représentants du comité et des détectives. Elle ressentait dans sa poitrine un mélange de victoire et de responsabilité. Au fond d'elle, elle savait que cette décision n'était qu'une étape dans un parcours plus vaste et que la lutte pour une justice véritable continuerait chaque jour à partir de ce moment. Immédiatement après sa sortie du tribunal, Elena se retrouva face à une foule de journalistes et de personnes tenant des téléphones portables, prêts à enregistrer chaque mot qu'elle pourrait prononcer. Sentant le poids de cet instant, elle prit une profonde inspiration et s'avança vers le micro improvisé, entourée par les lumières des caméras et le brouhaha du public. D'une voix ferme, Elena remercia le soutien de tous ceux qui avaient été à ses côtés, mais elle insista sur un point important. Elle rappela que la justice ne devait pas être le privilège d'un petit groupe, mais un droit réel pour tous ceux qui vivent dans le pays. Ses paroles furent directes, sans détour ni termes compliqués, et certaines personnes présentes furent émues. Elena était consciente que son rôle ici n'était pas seulement de recevoir des applaudissements, mais aussi de susciter en chacun le courage de se battre lorsqu'il serait témoin de toute forme d'injustice. De retour chez elle, en fin de journée, Elena sortit sur le balcon pour prendre l'air, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Parmi les nombreux messages accumulés sur son téléphone portable, l'un d'eux attira son attention. Il provenait d'une jeune inconnue qui lui disait que grâce à Elena, elle était décidée à passer le concours d'entrée à la faculté de droit, afin, qui sait, d'aider un jour d'autres personnes également. Ce simple message fit réellement sourire Elena après tant de jours difficiles. Elle remarqua que même si elle n'avait pas choisi cette bataille, elle suscitait quelque chose de positif dans la vie des autres, et cela donnait un nouveau sens à son cheminement. Quelques semaines après toute cette agitation, Elena fut invitée à participer à une cérémonie spéciale à la Cour suprême des États-Unis, située à Washington, une chose qu'elle n'avait jamais imaginé vivre. Un jour, l'invitation arriva par email, signée par une association nationale des droits civiques. Elena n'en parla pas à beaucoup de personnes. Elle voulait que tout reste discret pour éviter une nouvelle frénésie dans sa routine déjà marquée par des changements. Le matin de l'hommage, elle gravit les larges marches du tribunal, accompagnée seulement par le bruit léger de ses pas et les regards d'attente de ceux qui l'attendèrent déjà. Le grand hall, bien qu'il y eût foule, l'atmosphère n'était pas celle tendue d'un tribunal, mais plutôt empreinte de respect et d'inspiration. Des étudiants de diverses universités, des familles, des militants et même des juges renommés étaient de présents. Quand son tour arriva, Elena prit la parole pendant quelques minutes, sans notes ni répétition, s'exprimant avec son cœur. Elle expliqua que la justice n'est pas un concept éloigné, mais plutôt le fruit de choix modestes en faveur de la dignité et de la vérité, faits quotidiennement par des individus ordinaires. Elle souligna que le courage émerge en réalité du désir de ne plus voir quiconque subir un traitement méprisant. Une fois la cérémonie terminée, elle quitta les lieux sereinement, rejoignant sa voiture à pied. Une fois à l'intérieur, elle ressentit une paix singulière, une sérénité que seule éprouve une personne ayant surmonté une peur tenace. Elle savait que des difficultés persistaient,
Mais cette fois, elle était certaine d'une chose. Nombreux étaient ceux qui menaient désormais ce combat à ses côtés, disséminant des graines de courage et de dignité dans tout le pays.